Alors Céline Pina, bonjour. Merci Bonjour. beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes journaliste, essayiste, grande défenseuse de la laïcité et vous avez participé en 2020 à la création de la revue Front Populaire aux côtés de Michel Onfray et vous êtes depuis 2022 donc membre de la rédaction du magazine Causeur. Alors, Tout à fait. Céline Pina, il y a quelques semaines, sur le plateau de CNews, vous commentiez les bombardements israéliens à Gaza avec une formule qui a créé une grosse polémique et qui a eu les conséquences que vous allez nous raconter. Si vous me le permettez, je vais citer vos propos en entier parce que c'est vrai que la polémique, elle a été prise d'une phrase sortie de tout votre propos. Donc, vous avez dit sur le plateau de CNews que le crime contre l'humanité et le crime de guerre, ce n'est pas une question de degré, c'est une question de nature. Vous avez dit une bombe qui explose tuera sans doute des enfants, mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression que l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Là, ce qui est horrible, c'est d'imaginer ces enfants qui avaient 8, 9 ou 10 ans, ces femmes qui sont parties en emportant comme dernière image une image d'inhumanité, d'atrocité et de mépris de ce qu'ils sont. C'est là, dites-vous, où se niche le crime contre l'humanité, la négation absolue. Et je pense, vous rajoutez, qu'on aurait intérêt à l'expliquer beaucoup plus, parce que sinon, le règne de l'émotion met des signes égaux entre toutes les victimes. La manière dont ils ont été tués est différente et elle parle de notre inhumanité ou de notre humanité. Alors, on vous a accusé, à la suite de cette déclaration, Céline Pina, de hiérarchiser les victimes. Expliquez-nous et surtout, racontez-nous les conséquences de cette prise de position pour vous. Alors, d'abord, il y avait une phrase avant le moment. En fait, il y a un moment où je dis toutes les victimes sont égales, c'est-à-dire qu'un mort palestinien, un mort israélien, ça fait deux morts. En revanche, c'est la manière dont on les tue qui ne l'est pas. Et en fait, c'est une partie de ces phrases qui ont été enlevées. Ce que je crois, c'est que il y avait une part de maladresse dans ce que j'ai dit, c'est-à-dire que euh, moi, quand je suis face à quelque chose qui m'émeut énormément, au lieu d'exprimer l'émotion, j'ai tendance à refroidir, à essayer de rationaliser. Et peut-être que dans ce que j'ai dit, effectivement, il manquait peut-être une part d'empathie, c'était extrêmement réfléchi, mais en fait, ce que je voulais simplement dire, c'est que mourir dans une guerre, c'est affreux. Qu'aujourd'hui, on est dans un cas où il n'y a pas de bien. En fait, on choisit entre deux mots. Mais face à un crime contre l'humanité, face à quelque chose qui rappelle quand même exactement ce que faisaient les nazis, c'est-à-dire que les victimes sont choisies pour ce qu'elles sont, jamais pour ce qu'elles font. Les hommes et les femmes et les enfants qui ont été tués en Israël étaient des militants de la paix. Donc c'est vraiment, ils ont été tués parce qu'ils étaient juifs. Ils ont été tués parce qu'une organisation dit très clairement dans sa charte qu'elle est là pour éliminer tous les juifs et pour faire en sorte qu'Israël disparaisse. Donc tout ça est très clairement annoncé. Et ensuite, la manière dont elle tue est une manière atroce. C'est pas à vous que je vais l'apprendre parce que mais moi, j'ai même pas pu voir le film du 7 octobre parce que simplement les récits déjà me retournent pas seulement l'estomac, la tête, et j'ai tout d'un coup le sentiment, en fait, moi, je suis née avec une promesse. Je suis née dans les années 70 et plus jamais ça. J'y ai vraiment cru, mais vous imaginez pas à quel point. Et aujourd'hui, ce qui a été retiré à l'humanité, c'est cette promesse-là. On s'était dit, peut-être l'humanité restera avec sa part de violence, avec sa part d'explosion, mais jamais on ne mettra en scène une telle inhumanité. Jamais on recommencera un certain nombre de gestes. Or là, non seulement ce que les gens du Hamas ont fait est absolument atroce, mais ils en sont fiers. Quand ils sont revenus, ils ont été applaudis. Quand on a vu les images des otages, c'était des gens qui n'étaient pas des combattants qui leur crachaient dessus
ou qui jetait un enfant juif en pâture à d'autres enfants en disant jouez avec lui, mais c'était pas jouer avec lui, intégrez-le, c'était le juif est votre jouet. Et quand on a vu ça, oui, ces victimes-là sont différentes d'une victime d'un bombardement, même si pour la mère qui perd son enfant, la douleur est atroce. Simplement, dans un cas, on a envoyé un message à toute une population en lui disant « Vous n'avez pas le droit de vivre et on va exécuter cette sentence ». Dans l'autre cas, c'est un pays qui se défend et qui est dans une circonstance où, en fait, les terroristes contre lesquels il se bat utilisent leur propre population comme bouclier humain. En termes d'intention, ça n'est pas du tout la même chose. Et je comprends que ça ait pu choquer les gens de dire que, bien sûr, que les enfants palestiniens qui meurent sous les bombardements, ils ne s'en réjouissent pas, c'est pas un moment. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, la dernière image qu'ils vont peut-être emporter, c'est leurs parents qui sont là, c'est quelqu'un qui les tient dans les bras, c'est quelqu'un qui souffre avec eux. La dernière image qu'ils n'emporteront pas, c'est comme cette petite fille à qui on a coupé le bras et qui est morte en se vidant de son sang. C'est pas de voir ses parents abattus, c'est pas de voir ses frères et sœurs torturés, c'est pas de voir sa maison brûlée. Voilà, ça, je peux comprendre que des gens ne comprennent pas ça, mais pour moi, c'est une différence essentielle. Mais peut-être qu'elle est effectivement très compliquée à comprendre. En essayant de l'expliquer, j'ai l'impression qu'au lieu d'éclaircir les choses, je les embrouille. Non, non. C'est clair ce que vous dites. Alors, Avi, qui est à côté de moi, a une question pour vous aussi. Vous avez, je vais pas vous le cacher, je vous écoute beaucoup parce que j'aime cette parole libre et j'allais dire audacieuse que vous avez quand vous êtes au milieu d'autres confrères et consoeurs. Et ce que j'ai remarqué, c'est que depuis cette prise de position, sur certains sujets, votre voix, comme celle de d'autres confrères et consoeurs, est écoutée. Puis il y a une espèce de, je parle surtout sur le plateau de CNews, je trouve qu'il y a une espèce d'homogénéité, assez intéressante, même si les points de vue peuvent être différents. En revanche, dès lors qu'on aborde la question d'Israël, je vous vois, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez ce côté un peu face à l'émotion à prendre un petit peu de recul et de prendre finalement un petit peu de sang-froid. Eh bien, je vois de plus en plus, je vous vois ainsi en tous les cas, c'est être face à un mur qui grandit, à un mur qui s'épaissit, et que finalement, c'est la déraison qui l'emporte, la déraison qui s'accompagne d'un contenu d'ignorance absolument indécente parce que c'est quand même, voilà, vous l'avez dit, vous l'avez dit avec des mots très justes, très pertinents, et on peut pas considérer la façon dont quelqu'un a de mourir de la même façon. Et pourtant, on en revient à globaliser les choses. Est-ce que parce que c'est le postulat, c'est Israël? Est-ce que finalement, il faut rejoindre peu à peu la doxa qui est que Israël est le fort, le dominant, et que donc le faible, c'est le Palestinien, et que donc on en finit par oublier le 7 octobre? Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, oui, je trouve que le sentiment que vous avez dit d'être devant un mur qui à la fois grandit et s'épaissit, c'est exactement ce que je ressens. Ce qui me fait très mal, c'est que je ne comprends pas en fait ce qu'il se passe. Moi, j'ai vu mon pays exploser sous un réveil d'un antisémitisme absolument incontrôlé. Et pas seulement l'antisémitisme arabo-musulman, celui-là, ça fait un moment qu'il sévit. On a même en France une forme d'alia interne qui fait qu'on a une partie des Juifs qui vivaient notamment à Sarcelles,
dans le 93, dans le 95, qui quittent ces départements-là pour aller vers les départements beaucoup plus à l'ouest ou au sud. Et ça fait très longtemps que ça se passe. Mais là, ce que je vois aujourd'hui, c'est quand je suis rentrée au Parti socialiste, pour moi, je pensais vraiment que la gauche, c'était celle qui avait combattu le nazisme et qui avait porté et qui avait aussi analysé ce qu'était la Shoah. J'étais très naïve, j'étais très jeune aussi. Mais malgré tout, vous savez, ces impressions qu'on reçoit dans la jeunesse, elles vous imprègnent tellement qu'elles deviennent presque une seconde part de vous. Et même quand vous vous rendez compte que la réalité est plus compliquée, ça reste quand même extrêmement profond. Et donc, moi, je suis allée dans un parti qui, pour moi, était l'acmé de l'antifascisme, de l'antinazi et de cette prise de conscience de ce qu'on avait fait aux Juifs et du rôle de l'antisémitisme dans la barbarie et dans la déchéance humaine. Voilà, j'étais persuadée que ça, c'était un acquis. Et aujourd'hui, à la limite, que je vois des fous furieux ou des fanatiques écrire des horreurs à cause de ce que j'ai dit, bon, ils sont fous, ils sont comme ça, voilà. Mais ce qui m'a énormément choquée, c'est que, par exemple, par rapport à cette prise de parole, j'ai été traitée d'inhumaine par quelqu'un comme Olivier Faure, bon, bien sûr par la moitié de LFI, par des journalistes comme Claude Veil, par des gens qui ont tout à fait les moyens de savoir exactement ce que je disais. Sauf que ils veulent donner des gages, et ils veulent donner des gages effectivement au mouvement pro-palestinien. Donc pour ça, comme les Juifs ont subi un pogrom et que quand même eux l'ont vu, les récits tordent le ventre, eh bien, pour se racheter, j'allais dire, une conscience et une morale, il faut transformer à tout prix les Juifs en nazis, évacuer le Hamas et faire des Palestiniens le peuple du martyr. Et dans ce récit reconstitué, on sacrifie tous les gens qui peuvent faire obstacle à cela. Et ça explique les arrachages, parce que c'est quand même une horreur que d'arracher des photos d'enfants, de bébés, de femmes, d'hommes pris en otage par des gens comme le Hamas. Et le faire en ayant toute bonne conscience et le faire en hurlant qu'on le fait parce qu'on est à gauche, parce qu'on est pour défendre les plus martyrs qui seraient à ce moment-là les Palestiniens. Quand vous avez toute une partie de la gauche qui ne parle même pas du 7 octobre, quand vous avez la LDH, Amnesty International, des ONG qui sont même plus que des organisations, ce sont des références et des marques. Si Amnesty dit quelque chose, on va les croire des fois même plus que des journalistes ou que des hommes politiques. Et ces gens-là évacuent toute une partie de la réalité pour un récitatif qui, à la fin, sert leur position sociale. Si encore ils faisaient ça, si ça les mettait en danger, on pourrait penser qu'il y a peut-être quelque chose, qu'ils y croient peut-être, qu'il y a peut-être une immense sincérité derrière. Sauf que ça leur donne, j'allais dire, des points de réputation sociale. Aujourd'hui, ce que je trouve affreux, c'est que face à un pogrom, mettre en accusation Israël, expliquer que quand même les Juifs l'ont sans doute un peu cherché, eh bien, ça vous accrédite d'une forme de conscience morale, ça fait de vous une figure de la gauche et ça vous permet de donner des leçons à tout le monde. Quand je regarde ça, j'ai quand même l'impression d'être dans un monde complètement fou. Et la seule chose que je me dis, c'est que la rage ne sert à rien. C'est que cette douleur qui vous vrille le ventre et qui fait qu'à un moment donné, on n'a plus envie de discuter, eh bien, il faut savoir aller au-delà.
il faut continuer à se battre, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que moi, par exemple, parce que je viens de la gauche, pour avoir dit des choses qui sont des choses de bon sens, ou en tout cas qui sont au moins contenues dans le droit international, je me retrouve sous protection policière. J'ai été menacée à tous les niveaux et encore, mais en plus, une partie des gens qui ont leur famille, qui ont subi ces violences-là, on a des franco-israéliens qui ont été enlevés. Ils ont pu voir un pays qui semblait franchement se détourner d'eux. Oui. J'ai grandi avec tous les jours, sur les journaux télévisés, on disait voilà quels sont les otages au Liban, ils ne sont toujours pas rentrés. Et tous les jours, l'ouverture du journal télévisé du soir, qui était le rendez-vous de la France entière, commençait, s'achevait par ça. Oui, on s'en souvient très bien. Et finalement, voilà. Et ben aujourd'hui, on fait rien pour les Franco-Israéliens enlevés. Ouais. Et finalement, Céline Pina, ce sont ceux, je trouve, qui vous accusent de hiérarchiser les victimes, qui les hiérarchisent eux-mêmes dans l'autre sens. Et Bruno Lelouch a une question pour vous aussi. Bonsoir, Madame Pina. Tout à l'heure, vous disiez que vous ne compreniez pas certaines choses qui se passaient en ce moment. Je vais me permettre de vous expliquer à ma façon. À la télé, on a vu Arthur, on a vu Alain Jakubowicz, l'ancien président de la LICRA, on a vu Philippe Lelouch, on voit régulièrement Gilles-William Gonladel, et eux ont peut-être compris, parce qu'ils sont tous juifs. Je pense qu'à chaque fois que vous êtes sur un plateau, remplacez le mot Israël par juif, et vous allez tout de suite comprendre mieux les choses. Quand vous disiez à l'instant que vous avez grandi avec la photo des otages au Liban, aujourd'hui, pourquoi on ne montre pas la photo des Franco-Israéliens? Parce qu'ils sont juifs. Il faut à un moment donné arrêter de se voiler la face. En France, dans les médias, dans les journaux, chez les artistes, tous ces gens-là, chez les femmes qui soi-disant défendent la cause féminine. Samedi après-midi, j'avais plein d'amis, il y avait mes petites nièces qui étaient à Paris, elles ont été interdites de défiler. La police a été obligée de les protéger. La défense, les jeunes de défense juive les ont protégés également parce qu'elles n'avaient pas le droit de dire que des juifs avaient été violés dans ces choses-là. Donc je pense qu'il faut que sur les plateaux, vous remplaciez tous le mot Israël par le mot juif. Et vous allez tous comprendre un peu mieux. Mais en fait, ce que vous dites, je l'entends très bien. En fait, je me suis mal exprimée. Ce que je veux dire, c'est que je ne comprends pas cette haine contre les Juifs parce que, vous savez, des fois, c'est des choses toutes bêtes. Quand vous discutez avec les gens et que vous leur dites « Bon, écoutez, maintenant, on sort de vos représentations, je vous pose des questions très simples. Ma question, ça va être, vous préférez avoir qui comme voisin? Une des personnes du kibboutz qui se sont fait massacrer ou les gens, les Palestiniens, combattants du Hamas ou ceux qui crachent sur les corps dénudés des femmes à l'arrière des pick-up? Sincèrement, vous voulez qui? Premièrement. Deuxièmement, si vous deviez vivre dans une société, vous iriez vivre où? Parce qu'il n'y a pas que Gaza. Je vous prends toutes les pays arabes autour. En plus, quand on est une femme, vous voudriez vivre où? Où est-ce que vous auriez le plus de chances de vous réaliser? En Israël ou dans n'importe quel pays autour? Posez-vous cette question. Quand vous posez la question comme ça, quand vous dites en termes de modèle de société, vous voulez une démocratie comme Israël ou vous voulez un État comme... je ne sais pas moi, le Qatar, l'Arabie Saoudite, etc. Et donc, vous finissez par dire, il y a quelque chose que je ne comprends pas en termes de modèle de société, en termes de façon de vivre, en termes d'attente, j'allais dire, en termes de liberté, d'égalité, etc. Le choix, il est quand même extrêmement vite fait. Pourquoi est-ce que vous niez ces faits? Pourquoi est-ce que vous niez aussi un rapport au texte, à l'intellect, à la création, à la vie, qui est extrêmement intéressante chez ce peuple qui a réussi à faire fleurir un désert. Vous voyez, je trouve qu'il y a des éléments qui peuvent permettre de dire
Voilà pourquoi nous devrions être aux côtés de gens qui finalement portent des valeurs qui sont semblables ou compatibles avec les nôtres et qui en plus manifestent dans l'adversité un souci de l'autre que même nous n'avons pas. Quand je vois la manière dont Israël prévient avant les bombardements, dont ils essaient de faire au mieux dans un environnement extrêmement difficile et l'absence totale de reconnaissance de ces choses-là, quand on a pu voir que pendant 30 ans, on a menti parce que les histoires de cache d'armes, de terroristes à l'intérieur des hôpitaux, etc., ça fait plus de 30 ans qu'on le sait. Ça fait plus de 30 ans que des gens dont on sait maintenant qu'ils sont des menteurs patentés, que ce soit des gens de l'ONU, que ce soit des gens de la Croix-Rouge, que ce soit même des gens de l'AFP, maintenant on sait qu'ils le savaient et qu'ils mentaient. Eh bien, malgré tout, parce que justement, et là vous avez raison, parce que les cibles sont des juifs, eh bien, on dirait que les gens gardent les paupières cousues. Et c'est ça que je ne comprends pas. C'est cette haine contre les juifs que je ne comprends pas. Et ce qui me rend encore plus malade, c'est de voir ce qui est en train de se passer, non seulement faire exploser l'antisémitisme arabo-musulman, mais réveiller le vieil antisémitisme catholique, le vieil antisémitisme qui présente tous les juifs comme ayant les poches débordant de billets et comme étant au pouvoir. On a presque envie de le dire, mais ce qui arrive aujourd'hui prouve bien que si des gens ne tirent pas les ficelles, ce sont bien les juifs quand même. Donc voilà, c'est ça qui me sidère en fait. Madame Pina, bonsoir. Alors moi, j'ai pas trouvé votre position maladroite, votre discours maladroit. Je l'ai trouvé au contraire parfaitement clair. Ce qui est peut-être maladroit, c'est ce que les gens en ont fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même un discours global et ça n'arrive qu'en Israël et uniquement quand Israël est attaqué où il y a le oui mais. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est quasiment au plus haut niveau de l'État. On a dit on condamne mais. C'est Israël, on condamne, mais il y a une colonisation, on condamne, mais... Et je crois que dans l'histoire du monde, un pays qui subit ce qu'on a pu subir ici le 7 octobre, c'est-à-dire un pogrom, voilà, enfin, on va pas réexpliquer ce qui s'est passé, je crois que tout le monde le sait. Il y a quand même des gens qui ont dit un oui, mais vous parliez tout à l'heure du film qui a été diffusé à l'Assemblée. Sauf erreur, il y a eu très peu de députés déjà qui ont daigné se déplacer. Ok, il y a ceux qui pouvaient pas, c'était très difficile émotionnellement, je l'entends. Mais il y avait quand même une très faible représentation. Et dans ceux qui ont été, certains, qui sont placés très 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 à gauche de l'échiquier, se sont autorisés à dire « Oui, mais c'est un film fait par Israël ». Sous-entendu, voilà, méfions-nous quand même, c'est peut-être un outil de propagande. Alors que la plupart des images étaient quand même tirées des GoPro des terroristes. Ça, c'est la première chose. Donc, je crois vraiment qu'Israël a une position singulière. Et on peut le voir à travers les réactions du monde médiatique, politique, sportif. Quand il y a un gamin qui se fait tuer par un policier, et c'est très triste qu'il se soit fait tuer, je ne reviens pas sur l'affaire, il y a des manifestations, il y a des minutes de silence, tout le monde intervient, tout le monde a son mot à dire. Là, depuis 55 jours qu'Israël a été attaqué, il y a énormément de gens qui ne parlent pas, qui ont complètement disparu, qui ne donnent pas leur avis, ni je suis pour, ni je suis contre, ils ne sont pas là. Des gens, on serait quand même en droit, enfin des gens qui par le passé ont donné leur avis, étaient des figures de proue, et là, ils sont totalement inexistants. C'est pour ça que des gens comme vous qui se positionnent, on ne peut que vous tirer notre chapeau, parce que c'est courageux, et on sait ce que ça engendre. Comme vous le disiez tout à l'heure, vous vivrez aujourd'hui sous protection. Arthur l'a exprimé il y a quelques jours, il vit sous protection. Voilà, c'est que il faut pas se leurrer. L'antisionisme, c'est juste un masque de l'antisémitisme. Et comme disait Bruno, voilà, remplacer le mot Israël par le mot juif, et il y a énormément de choses qui vont s'éclaircir. Vous disiez tout à l'heure que si on demande à des gens, est-ce que vous aimeriez plutôt vivre à côté d'un Israélien qu'un terroriste du Hamas? Évidemment que la logique voudrait que ce soit un Israélien. Mais on n'est pas dans un discours logique. Parce que si on était dans un discours logique, il n'y aurait pas de « oui, mais ». Et ça n'existerait pas le « oui, mais ». On a vu les images et on n'a pas besoin de voir les images. On entend les récits, on entend maintenant les récits de certains otages qui sortent.
je veux dire, la polémique ne devrait même pas exister. Et j'insiste là-dessus, on peut être pro-palestinien, on peut vouloir un État palestinien et condamner fermement les actes du Hamas. Moi, depuis 55 jours, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est que depuis le 8 octobre, on a lié les attentats du Hamas à la cause palestinienne. Ce sont deux choses, à mon sens, totalement distinctes. Il y a un mouvement terroriste qui est rentré en Israël, qui a tué 1400 personnes, qui en a kidnappé, etc., etc. Et il y a un peuple palestinien qu'on a le droit de défendre. On peut être pour, on peut être contre. Ça, c'est autre chose. Si j'avais juste un tout petit reproche à vous faire, c'est sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit les personnes qui sont mortes étaient des militants de la paix. J'ai envie de dire, oui, peu importe. Et si ça avait été des gens de droite, est-ce que ça aurait été plus justifiable? Je comprends bien que c'était juste une maladresse, mais voilà, je tenais à le souligner. Alors, non. En fait, pour le coup, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, nos fonds d'écran mentaux sont toujours liés à nos pays. Et je disais ça justement parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en France, il faut évacuer le Hamas parce que la seule manière de mettre en accusation Israël et les Juifs, c'est justement d'évacuer le Hamas et de remplacer ça par la cause palestinienne. Et la cause palestinienne en France, les trois quarts, il y a des gens qui sont sincèrement qui la défendent. Mais énormément de gens, et notamment énormément de militants, s'en servent pour mettre en accusation les Juifs. Et ça, c'est manifeste. En 2014, il y a eu des manifestations pro-palestiniennes qui se sont terminées au cri de mort aux Juifs et où à Sarcelles, il a fallu y avoir en fait un début de pogrom. Ça a été arrêté. Donc cette manière d'utiliser la cause palestinienne pour pouvoir hurler mort aux Juifs dans les rues de Paris, elle ne date pas d'hier, elle est extrêmement forte. Ça, c'est pour ceux qui jouent avec cette cause-là. Et de l'autre côté, on a eu quelque chose qui était juste hallucinant, ça a été le défilé des artistes qui a eu lieu, il me semble, le week-end dernier, dans lequel vous avez des gens qui ont défilé devant une banderole blanche en expliquant qu'ils allaient défiler sans rien dire parce que c'était compliqué. Donc à la fin, on ne savait pas pourquoi ils défilaient. Ils défilaient parce qu'il y a des gens qui meurent et ça les rend tristes. Ils défilent parce que la guerre c'est mal. Ils défilent en souvenir des victimes du 7 octobre et de celles des bombardements. Ils mélangent tout, ils distinguent rien, ils veulent quoi? Et c'est la première fois que je vois un défilé sans mot d'ordre. Ça n'a aucun sens. Et ça résumait bien, en fait, ces gens-là veulent avoir bonne conscience. Ils sentent quand même bien que détourner les yeux devant un pogrom, c'est atroce. Que le discours à la mort moelleux qu'ils essaient de faire passer, où on évacue le Hamas pour mettre la cause palestinienne devant, alors qu'en fait, la seule chose qu'on veut, c'est pouvoir mettre en accusation les Juifs. Je pense qu'il y a quand même un vague sentiment de honte. Et comme on ne peut pas assumer cette honte-là, eh bien, non seulement on détourne les yeux, on secoue les paupières, et puis à la fin, on finit par dire « Mais est-on sûr de tout ça ?» Moi, j'arrive même pas à comprendre. J'ai pas pu voir le film du 7 octobre. J'ai pas pu y aller parce que je me suis dit que je m'en remettrais pas. Les récits me rendent tellement malade que j'avais l'impression que les images me hantraient jusqu'à la fin de mes jours. C'est quelque chose qui me terrorisait. Mais quand j'ai vu des gens qui avaient pu voir ces images-là sortir et 10 secondes après avoir vu ce film, être déjà en train de faire de la politique, de la mise en scène d'eux-mêmes et commencer à contester ceux qui auraient dû leur faire saigner les yeux, là, je me suis dit, je commence à comprendre ce qui s'est passé dans les années 30. Et ce n'est pas les gens les pires qui me font comprendre ce qui s'est passé dans les années 30, c'est ces gens-là. C'est les gens qui ont les moyens de savoir exactement ce qui se passe et qui se taisent. Et enfin, la dernière chose, et j'ai mal au cœur quand je le dis, parce que j'ai l'impression que c'est inhumain de dire ça. Mais vous savez, c'est quand on finit par dire « mais attention ».
les Juifs sont le canari au fond de la mine. C'est comme si, quelque part, quand on massacre des Juifs, c'est pas assez pour que notre humanité soit interpellée. Alors qu'en fait, ça suffit amplement. Mais à certaines personnes, le seul moyen de commencer à les faire bouger, c'est de leur dire, vous savez, ça commence toujours comme ça. Autrement dit, on cible les Juifs, mais derrière, c'est vous. Et je me souviens parce que j'avais lu, Hannah Arendt raconte quelque chose de très juste quand elle fait son analyse du totalitarisme. Elle dit, mais Hitler, en fait, quand il écrivait, au bout d'un moment, il explique que vraiment, il faut éliminer les Juifs. Puis il finit par expliquer que de toute façon, en partie, les Allemands ne sont pas assez ariens parce que ils se sont pas assez des brutes, bref, ils le déçoivent et ils commencent à faire la liste des gens qu'il faudrait éliminer. Et vous vous rendez compte en fait que derrière cette logique de pureté et d'élimination, en fait, c'est Saturne qui dévore ses enfants. Et petit à petit, il va se servir dans ce qui sera, il met presque les Juifs à la lisière de l'humanité et donc il commence par les dévorer eux. Mais tous les autres finiront par y passer. Et c'est que les gens ne se rendent pas compte de cette fraternité-là profonde face au mal, face à la barbarie, et qu'ils n'y échapperont pas et qu'on ne peut pas se donner au mal, sauf à finir par le réaliser. Sinon, il nous dévore aussi. C'est cet aveuglement-là aussi que je ne comprends pas, alors que l'histoire le leur a prouvé. 50 millions de morts à la fin. Bien sûr, 6 millions de Juifs, 50 millions de personnes, et personne pour ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Bien sûr, Céline Pina. Et comme on dit, après le samedi, vient le dimanche. Autrement dit, après les Juifs, ils ont vraiment l'intention de s'attaquer après aux chrétiens et d'essayer comme ça de conquérir la planète. C'est pas un scoop, hein, c'est eux qui le disent, c'est dans leur charte. Une dernière chose avant de nous quitter. Tout à l'heure, vous avez parlé de votre engagement à gauche, de votre vraiment de cette sensibilité de gauche. Alain Jakubowicz, il y a quelques semaines, quand c'est arrivé, quand il a vu cet antisémitisme exploser, lui qui s'était battu toute sa vie, au sein de la LICRA et en tant qu'être humain pour la paix entre les peuples, pour le vivre ensemble, qui croyait vraiment, qui était quelqu'un de sincère, a dit dans un message, dans une déclaration vraiment qui, moi, m'a bouleversante, qu'il avait perdu, que le 7 octobre, il avait perdu tous ses repères, que ça avait été vraiment pour lui le déclenchement, et que finalement, quand il voyait que c'était le Rassemblement national, Julien Audoul, qui défendait, Marine Le Pen, qui défendait le mieux aujourd'hui les Juifs en France, il perdait tous ses repères et il ne savait, il était perdu en fait. Il arrivait à l'âge, je sais pas, il a 70 ans, peut-être un peu plus, et il est perdu. Les gens de gauche aujourd'hui sont perdus, les vrais gens de gauche, parce que évidemment, comme vous disiez tout à l'heure, il y a Olivier Faure qui a depuis longtemps vendu son âme à Jean-Luc Mélenchon, mais ceux qui étaient voilà comme ça, ils ont perdu leurs repères. On a perdu nos repères, on est perdu et j'allais dire, on se demande quel champ on a semé. Vous voyez, quand vous avez milité pendant des années et que vous voyez la réaction d'un certain nombre de responsables politiques, moi c'est même pire que ça parce que, en fait, ce qui fait que je me suis engagée en politique, ça a été la Shoah. Ça a été un choc immense. J'étais jeune, j'étais en 3e, on m'avait demandé de faire un exposé. Et je ne sais pas si ce livre existe en fait, parce que des fois vous êtes marqué par quelque chose et puis en fait votre souvenir a tout déformé. Et je vais dans la bibliothèque et je vois un livre, pour moi il est tout noir, la couverture est mate et il y a simplement un bandeau en haut et c'est les yeux d'un déporté. Je ne sais même pas s'il y a un titre sur ce livre. En tout cas, je n'ai pas retenu le titre. J'ai retenu l'aplat noir et ce bandeau avec ses yeux. Et il était, vous savez, pas sur la tranche, mais... et je vois ce livre et je le prends parce que je comprends que là, il y a quelque chose que j'ai
que j'ai jamais vu, dont on m'a pas forcément parlé. Je prends le livre, je l'ouvre. En fait, c'était les images des camps. Et j'ai fait mon exposé sur la Shoah. Et après, je suis allée lire l'histoire d'Anne Frank, La mort est mon métier, tout ce qu'on pouvait lire qui correspondait aussi à mon âge. Hein. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte de ce que les hommes étaient capables de faire. Et il n'y avait plus jamais ça. Et je me suis dit, en fait, je vais moi aussi participer. Plus jamais ça, ça veut dire qu'on a tous une mission de transmission, une mission historique, une mission politique. Et il faut que je fasse ma part parce que j'ai pu sauver personne. J'ai appris ce qui s'était passé. J'ai quand même 14 ans, j'aurais pu m'en rendre compte avant. J'ai sans doute pas dû écouter ou pas dû entendre. Bref, j'avais le sentiment que cette histoire-là, c'était aussi la mienne et que j'avais un rôle à jouer dedans. Et aujourd'hui, je me dis, mais quel rôle t'as joué T'as rajouté une pelletée de terre sur ces corps, t'as rajouté une pierre pour les empêcher de remonter. Quel rôle t'as joué? T'as fait 25 ans de politique et voilà où en est ton pays, voilà ce qui se dit, voilà ce qui se passe. Eh bien... En fait, c'est pire que être perdu. J'ai honte. J'ai une honte et une colère profonde. Alors, je vous comprends et pour autant, je pense qu'on est à peu près de la même génération, vous et moi, et c'est aujourd'hui que notre génération, nous ici en Israël bien sûr, mais vous aussi en France et dans les pays du monde libre, j'ai envie de dire, on a ce devoir de mémoire aujourd'hui, ce nouveau devoir de mémoire, de faire en sorte que voilà, qu'on se souvienne et que plus jamais, encore une fois, un 7 octobre ne puisse exister nulle part dans le monde. Céline Pina, merci beaucoup pour votre participation. Je voulais juste vous dire une dernière chose, c'est qu'en fait, j'entends tout ce que vous dites et ce combat politique, je le mènerai, je le lâcherai pas, mais honnêtement, aujourd'hui, je me dis aussi que pour que le 7 octobre ne se reproduise pas, il faut aussi de Tsahal. Il faut aussi être capable de répliquer. Et cette réplique-là, elle est légitime. Oui, on a le choix entre deux mots, parce que répliquer, se défendre, c'est faire aussi des morts. Mais face à ce qui s'est passé le 7 octobre, en fait, il n'y a pas le choix et la réplique est le moindre mal. Bien sûr. Et aujourd'hui, je suis prête. Avant, en fait, j'aimais bien l'idée de me battre simplement avec les mots. Aujourd'hui, je comprends que parfois, il faut aller plus loin, même si j'en suis pas capable. Mais en tout cas, je le comprends. Bien sûr. Et j'ai deux choses à vous dire. Déjà, que Tsahal, vous le savez bien sûr, mais il faut que le monde le comprenne. Tsahal, aujourd'hui, se bat pour le salut, j'ai envie de dire, d'Israël. Mais pas seulement. Nos soldats se battent aussi pour vous, pour Isabelle Adjani, qui était à cette manifestation, pour tous ces gens de la culture qui manifestaient avec une banderole blanche, pour qu'elles aient le droit encore de continuer à manifester en France et partout dans le monde. Et Céline Pina, je n'ai qu'une chose à vous dire, vous, parce que je vous sens vraiment... on sent vraiment la douleur et presque, j'ai envie de dire, le désespoir. Je vous invite vraiment, cordialement, en Israël. Venez ici, venez toucher le pouls de ce peuple qui, malgré tout ce qu'il vit, et met l'espoir au-dessus de tout et la joie de vivre au-dessus de tout. Et je vous assure que si vous venez ici, vous allez prendre un shoot d'espoir. Mais j'aime ce pays et ce peuple et je viens dès que je peux. On vous recevra avec grand plaisir. Merci beaucoup Céline Pina. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. On vous souhaite une bonne fin de soirée et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup, Merci Céline. beaucoup. Au revoir. Au revoir.